J'ai vécu de nombreuses conversations inconfortables dans ma vie, mais rien ne m'avait préparé à ce que ma femme, Sophie, me dirait dans le cabinet de la thérapeute, Madame Dubois, un jeudi après-midi de mars. Tu es la plus grande déception de ma vie, a-t-elle déclaré avec une telle conviction, une telle finalité, que même Madame Dubois, notre thérapeute conjugale, s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. Sophie n'avait pas fini. Elle s'est penchée en avant, sa voix prenant de l'ampleur comme un TGV. J'ai gâché 8 ans de ma vie à croire que tu changerais, à croire que tu deviendrais l'homme dont j'avais besoin, mais tu es juste pathétique. Le silence qui a suivi était pesant. Madame Dubois s'est raclé la gorge, se préparant probablement à intervenir avec une sagesse thérapeutique sur les techniques de communication ou la régulation émotionnelle. Mais avant qu'elle ne puisse parler, j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde dans cette pièce, y compris moi-même. J'ai souri. Pas un sourire amer, pas un sourire sarcastique, juste un sourire authentique, presque soulagé. Et puis j'ai prononcé 4 mots qui allaient tout changer, je ne peux pas contredire cela. La bouche de Sophie s'est ouverte. Elle s'attendait clairement à des larmes, des supplications, ou au moins une riposte défensive. Au lieu de cela, je me suis adossé à ma chaise et j'ai continué, tu sais quoi? Tu as absolument raison. J'ai été une déception pour toi, et je suis sur le point de te décevoir une dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle claqué. Je pars. La façon dont elle a ri, sèchement et avec incrédulité, m'a dit qu'elle pensait que ce n'était qu'une autre menace en l'air. Nous avions déjà mené cette danse. Des disputes, des ultimatums, des séparations temporaires qui se terminaient toujours par mon retour, la queue entre les jambes, promettant de faire plus d'efforts. Pas cette fois. Tu dis toujours ça, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Mais tu n'y fais jamais rien parce que tu es trop faible, trop. Je l'ai déjà fait. Cela l'a arrêté net. Madame Dubois prenait des notes maintenant, pensant probablement qu'elle assistait à un moment de révélation. Elle n'avait aucune idée qu'elle observait la démolition contrôlée d'un mariage de 8 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as déjà fait? La voix de Sophie avait perdu une partie de son venin, remplacée par quelque chose que je n'entendais plus d'elle, l'incertitude. Je veux dire que j'ai déposé les papiers il y a 3 semaines. J'ai déménagé mes affaires hier pendant que tu étais chez ta sœur, Claire. J'ai ouvert mon propre compte bancaire le mois dernier. Je me préparais à cette conversation depuis un bon moment, en fait. La couleur a quitté son visage. Tu bluffes. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'email de confirmation de mon avocat, Maître Dubois et associé. Il gère tout. Il s'avère que lorsque tu passes des mois à dire à quelqu'un qu'il ne vaut rien, il finit par te croire sur une chose, il mérite mieux. Madame Dubois a finalement retrouvé sa voix. Peut-être devrions-nous faire une pause. Pas besoin, ai-je dit en me levant. Cette séance vient de devenir très productive. Ma femme a pu dire tout ce qu'elle retenait, et j'ai obtenu la clarté dont j'avais besoin. Sophie me regardait comme si elle voyait un étranger. Et peut-être que c'était le cas. L'homme qui avait passé des années à marcher sur des œufs, qui avait absorbé toutes les critiques et accepté le blâme pour des problèmes qui n'étaient pas les siens. Cette version de moi était lentement morte depuis des mois. Tu ne peux pas juste partir, a-t-elle dit, sa voix plus petite maintenant. Nous pouvons arranger ça. C'est à ça que sert la thérapie. Tu viens de dire à une professionnelle agréée que je suis la plus grande déception de ta vie. Tu n'as pas dit que je t'avais déçu d'une certaine manière ou que tu étais déçu de notre situation. Tu as dit, en tant que personne, suis ta plus grande déception. Point final. J'ai regardé Madame Dubois. Je ne suppose pas que vous avez beaucoup d'histoires de succès qui commencent par un conjoint déclarant l'autre une déception totale. La non-réponse diplomatique de Madame Dubois en disait long. 8 ans, ai-je continué, en regardant Sophie. 8 ans à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. 8 ans à voir mes efforts minimisés, mes sentiments ignorés, mon estime de soi progressivement érodée. Tu veux savoir ce qui est décevant? Le fait qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser que le problème n'était pas que je te décevais. Le problème était que je continuais d'essayer de le faire. Les yeux de Sophie se remplissaient de larmes maintenant, mais elle ressemblait plus à de la panique qu'à de la tristesse. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Si, tu le voulais. Et honnêtement, je te respecte plus pour l'avoir dit que si tu essayais de le reprendre maintenant. Au moins, tu es honnête sur ce que tu ressens vraiment. J'ai ramassé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Madame Dubois s'est raclé la gorge à nouveau.
J'aimerais planifier des séances individuelles avec vous deux pour gérer cela. Bonne idée, ai-je dit. Sophie a clairement des choses à régler. Quant à moi, je pense que je viens d'avoir la séance de thérapie la plus productive de ma vie. J'ai fait une pause à la porte et j'ai regardé Sophie une dernière fois. Elle pleurait maintenant. Des larmes sincères mêlées à ce qui ressemblait à une compréhension naissante. Pour ce que ça vaut, ai-je dit doucement. J'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui ne te décevra pas. Et j'espère que je trouverai quelqu'un qui ne verra pas m'aimer comme un fardeau. La dernière chose que j'ai entendue en sortant était Sophie qui m'appelait par mon nom, sa voix brisée par quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. Mais je ne me suis pas retourné. Après tout, je l'avais déjà prévenue. J'allais la décevoir une dernière fois. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'aie atteint le parking. Je l'ai laissé passer au répondeur. Puis il a sonné encore et encore. Au moment où j'ai atteint ma voiture, une Peugeot 208 de 2015 que j'avais achetée et payée moi-même, il y avait déjà 6 appels manqués et 3 messages textes. J'ai jeté un coup d'œil à l'aperçu du premier. S'il te plaît, reviens à l'intérieur pour que nous puissions. Je n'ai pas pris la peine de lire le reste. Le trajet jusqu'à la maison m'a donné 20 minutes pour réfléchir à ce qui allait suivre. Chez moi n'était plus notre maison. Je pensais ce que j'avais dit en déménageant mes affaires. 3 mois de planification minutieuse avaient mené à ce moment. Chaque week-end qu'elle passait chez sa sœur. Chaque soir où elle travaillait tard. Chaque opportunité que j'avais eue de me préparer discrètement pour ce jour. J'ai tourné dans l'allée de chez mon ami, Marc. Il m'avait proposé sa chambre d'amis en janvier lorsque j'avais commencé à parler de partir, même si je ne pense pas qu'il croyait que j'irais jusqu'au bout. Marc était mon ami depuis l'université, à l'époque où Sophie faisait encore semblant d'aimer mes amis. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé en passant la porte d'entrée. Il était assis à sa table de cuisine avec une bière et son ordinateur portable. Aussi bien que tu peux attendre quand quelqu'un te traite de la plus grande déception de sa vie devant une thérapeute. Marc a grimacé. Elle a vraiment dit ces mots exacts, avec émotion? Mon téléphone a vibré à nouveau. Marc y a jeté un coup d'œil et a secoué la tête. 12 appels manqués en 30 minutes. Ça doit être un record. Elle est probablement encore sous le choc. 8 ans où je reculais chaque fois qu'elle élevait la voix, et soudain je vais jusqu'au bout de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis assis en face de lui et j'ai ouvert une de ses bières. Maintenant, elle apprend à quoi ressemble vraiment la déception. Le timing de tout avait été crucial. J'ai synchronisé le dépôt de la demande de divorce avec plusieurs autres mouvements stratégiques. Notre compte courant commun, qu'elle contrôlait entièrement, ne contenait plus que sa moitié de nos dépenses partagées pour les 2 prochains mois. Ma moitié était en sécurité sur un compte dont elle ignorait l'existence. La maison que nous louions depuis 3 ans. J'avais déjà parlé au propriétaire. Mon nom allait être retiré du bail à la fin du mois. Elle pouvait la garder si elle le voulait, mais elle devrait se qualifier pour le loyer complet avec ses seuls revenus. Bonne chance avec ça, étant donné qu'elle travaillait à temps partiel par choix depuis 2 ans. Marc lisait quelque chose sur son ordinateur portable, mais je pouvais dire qu'il écoutait. Tu sais qu'elle va essayer de te rendre la vie infernale, n'est-ce pas? Elle fait ça depuis des années. La différence, c'est que maintenant, je n'ai plus à prétendre que c'est normal. Mon téléphone avait finalement cessé de sonner, mais les messages textes continuaient d'arriver. Je les ai parcourus sans vraiment lire. Beaucoup de « nous devons parler » et « tu fais une énorme erreur » et « ce n'est pas toi ». Ce dernier m'a fait rire à voix haute. « Qu'est-ce qui est drôle ?» a demandé Marc. Elle dit « ce n'est pas moi », comme si elle savait vraiment qui je suis encore. J'ai passé tellement de temps à être qui elle avait besoin que j'oublie qui j'étais. La vérité était que je planifiais cette sortie depuis des mois, depuis cette nuit de décembre où elle a dit à sa sœur au téléphone, en haut-parleur, qu'elle se contentait de moi. Elle pensait que je dormais. Au lieu de cela, j'étais allongé là, dans le noir, comprenant enfin qu'aucun effort ne serait jamais suffisant. C'est là que j'ai commencé à tout documenter, ces explosions que les voisins pouvaient entendre, son habitude de rappeler mes échecs lors de réunions sociales, la façon dont elle m'avait systématiquement isolé de mes amis qui n'avaient pas besoin de son approbation. J'avais un dossier sur mon ordinateur portable personnel, non pas parce que je voulais l'utiliser contre elle, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que je n'imaginais pas les schémas. « Tu veux un conseil ?» a dit Marc en fermant son ordinateur portable. « Lance.
Ne réponds pas au téléphone ce soir. Laisse-la digérer ce qui s'est passé. Si tu prends son appel maintenant, elle pensera qu'il y a encore de la place pour négocier. Je ne répondrai à rien. Demain, mon avocat gère toute communication. Marc a levé sa bière en l'honneur des gens décevants qui le méritent. J'ai trinqué avec lui, mais je pensais déjà à ce qui allait suivre. Les démarches légales seraient simples. Pas d'enfants, pas de biens communs à l'exception des meubles qu'elle pouvait garder. Ce qui m'intéressait davantage, c'était la façon dont elle gérerait les retombées sociales. Elle essaierait probablement de se présenter comme la victime. 8 ans de mariage partis en fumée parce que son mari est soudainement parti. Elle oublierait commodément les mois de critiques, l'embarras public, l'érosion systématique de tout ce qui aurait pu ressembler à un partenariat. Mais voici ce qu'elle ne savait pas. Certains de nos amis communs m'avaient déjà contacté en privé au cours des derniers mois. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir remarqué ces schémas de comportement. Mon téléphone a vibré avec un autre message texte. Cette fois, c'était de sa sœur, Claire. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle est hystérique. J'ai montré le message à Marc. Il a secoué la tête. Remarque comme c'est de ta faute qu'elle soit contrariée, pas de sa faute si tu es parti. C'est la dynamique familiale à laquelle je fais face depuis des années. Tout est toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. J'ai tapé une réponse simple. Demande-lui ce qu'elle m'a dit en thérapie aujourd'hui. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau. Finalement, elle a répondu, tu as mal compris. J'ai supprimé le message sans répondre. Marc réchauffait des restes de pizza au micro-ondes. Tu as faim. En fait, oui. Je n'ai pas eu d'appétit depuis des semaines. C'était vrai. La tension constante à la maison m'avait ôté tout intérêt pour la nourriture, le sommeil, et à peu près tout. Maintenant, assis dans la cuisine de Marc avec une bière, et le son d'une conversation normale, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Tu sais ce qui est le plus étrange, ai-je dit. Quoi ? Je ne me sens pas coupable. Je pensais que je le serais, mais non. Je me sens plus léger. Marc m'a tendu une assiette de pizza réchauffée. C'est parce que tu as enfin cessé d'essayer de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné à nouveau, un numéro différent cette fois, sa mère, Madame Martin. Ils appellent des renforts, a observé Marc. Laisse-les faire. Je ne négocie plus avec des preneurs d'otages. J'ai éteint complètement le téléphone et j'ai pris une bouchée de pizza. Pour la première fois depuis des mois, elle avait vraiment bon goût. Je me suis réveillé le vendredi matin avec 17 appels manqués et 43 messages textes. Marc était déjà au travail, mais il avait laissé du café et un mot. Ton téléphone n'arrête pas de sonner depuis 6 heures du matin. Tu voudras peut-être changer de numéro. Les messages étaient une étude fascinante dans l'escalade. Ils ont commencé à 23 heures la veille avec elle essayant l'approche raisonnable. Pouvons-nous s'il te plaît en parler comme des adultes ? À 2 heures du matin, elle était passée à la négociation. Je ferai de la thérapie seule si tu veux. Je travaillerai sur moi-même. À 4 heures du matin, nous avions atteint la colère. Tu es complètement injuste. J'ai dit une chose sous le coup de la colère et tu détruis notre mariage entier. Et à 6 heures du matin, nous étions arrivés au désespoir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. Je me suis versé du café et je les ai tous supprimés sans répondre. La partie intéressante n'était pas ces messages. C'étaient ceux de tout le monde. Sa sœur, sa mère, sa meilleure amie, Élise, même sa cousine de Marseille, que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Elles avaient formé une sorte de groupe de travail pendant la nuit, chacune adoptant un angle différent. Sa mère a joué la carte de la culpabilité. Je suis tellement déçu de toi. Ce n'est pas comme ça que nous vous avons appris à gérer les problèmes. Sa sœur a essayé la logique. Vous êtes tous les 2 adultes. Sûrement, vous pouvez régler une mauvaise dispute. Élise a tenté la manipulation émotionnelle. Elle est absolument dévastée. Je ne l'ai jamais vue pleurer aussi fort. Mais le message le plus révélateur est venu de quelqu'un d'inattendu. Ma collègue, Julie, qui avait obtenu mon numéro dans l'annuaire de l'entreprise. J'ai entendu parler de toi et de ta femme. Bravo. Cette femme te traite comme de la merde depuis des années. Ce message, je l'ai gardé. Mon avocat,
Maître Dubois, a appelé à 9 heures du matin. Morrison était un homme direct qui ne perdait pas de temps en politesse. L'avocat de votre femme a appelé ce matin. Il semble qu'elle en ait engagé un pendant la nuit. C'était rapide. La panique a tendance à accélérer le processus de prise de décision. Ils veulent planifier une médiation immédiatement. Je leur ai dit que nous y penserions une fois les papiers correctement déposés. Qu'est-ce qui les presse? La même chose que d'habitude dans ces situations. Ils espèrent que s'ils peuvent vous réunir rapidement, ils pourront vous faire changer d'avis avant que vous n'ayez le temps d'y réfléchir. J'ai eu 3 mois pour y réfléchir. Je m'en doutais, mais ils ne le savent pas encore. Morrison est resté silencieux un instant. Je dois demander, êtes-vous sûr de cela? Parce qu'une fois que nous avançons officiellement, cela devient coûteux pour vous deux. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Très bien. Alors. Je lancerai le processus formel aujourd'hui. Après avoir raccroché, j'ai décidé de sortir faire les courses. L'appartement de Marc était confortable, mais je devais commencer à construire une sorte de routine qui n'impliquait pas de me cacher indéfiniment. Le voyage au supermarché s'est transformé en une leçon sur la dynamique des petites villes. Je chargeais des œufs dans mon chariot quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Eh bien, si ce n'est pas le mari en fuite. Je me suis retourné pour trouver Élise, la meilleure amie de Sophie, debout là, les bras croisés. Elle avait l'air d'attendre ce moment. Élise, as-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? J'ai continué à faire mes courses, prenant du lait et du pain. J'ai une assez bonne idée. Oui. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas mangé. Elle pleure depuis hier après-midi. C'est regrettable. Élise m'a suivi dans le rayon des céréales, clairement frustrée par mon manque de réaction. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Élise, étais-tu à cette séance de thérapie hier? Non, mais elle m'a dit ce qui s'est passé. Tu as complètement surréagi à un commentaire fait sous le coup de la colère. J'ai cessé de marcher et je l'ai regardé directement. Un commentaire? Élise, combien de fois au cours de la dernière année l'as-tu entendu me critiquer? Combien de dîners où elle a fait des blagues sur mon travail, mes amis, mon apparence? Combien de fois a-t-elle levé les yeux au ciel quand j'ai essayé de contribuer aux conversations? L'expression d'Élise a légèrement changé. Elle essayait de maintenir son indignation, mais quelque chose dans mon ton avait clairement été enregistré. Le mariage, c'est de résoudre les problèmes. Tu as raison. Ça l'est. J'ai passé 8 ans à résoudre des problèmes. Ce que j'ai finalement réalisé, c'est que pour elle, je n'étais pas un partenaire qui résolvait des problèmes. J'étais le problème. Ce n'est pas vrai. Élise, le mois dernier, à ta fête d'anniversaire, elle a dit à tout le monde à portée de voix que j'étais nul avec l'argent parce que je voulais discuter de notre budget. 2 semaines avant cela, elle m'a interrompu 3 fois dans une conversation pour corriger des choses que je disais sur mon propre travail. Et hier, devant une thérapeute agréée, elle m'a traité de la plus grande déception de sa vie. Élise était silencieuse maintenant, mais je pouvais voir les rouages tourner. Quand exactement devais-je commencer à me défendre? Après 10 ans? 15 ans? Quand serait-il acceptable pour moi de dire « ça suffit » ? Elle est juste. Elle est passionnée. Elle parle avant de réfléchir parfois. Ce n'est pas de la passion, Élise. C'est du mépris. Et le mépris tue les mariages. J'ai pris une boîte de céréales et j'ai continué à marcher. Élise est restée avec moi, mais son énergie avait changé. Alors c'est tout? C'est fini? J'ai essayé d'en finir il y a 6 mois. Elle m'a convaincu de rester. J'ai essayé d'en finir il y a 3 mois. Elle a promis que les choses changeraient. Hier, elle m'a dit exactement ce qu'elle ressentait réellement pour moi. Alors, oui, Élise, c'est fini. Nous avions atteint la caisse. Élise étudiait mon visage comme si elle me voyait pour la première fois. Tu es différent, a-t-elle dit finalement. Je ne suis pas différent. Je ne fais juste plus semblant. Alors que je chargeais les courses sur le tapis roulant, Élise a sorti son téléphone. Je devrais probablement lui dire que je t'ai rencontré. C'est à toi de voir. Mais Élise, quand tu lui parleras, demande-lui quelque chose pour moi. Quoi? Demande-lui si elle se souvient de la dernière fois qu'elle m'a fait un compliment. Pas me remercier d'avoir fait quelque chose qu'elle voulait. Pas reconnaître quelque chose que j'ai fait pour elle.
Demande-lui quand elle a dit quelque chose de vraiment gentil à mon sujet en tant que personne. Le visage d'Élise est devenu pâle. Je pouvais dire qu'elle parcourait ses souvenirs, essayant de trouver une réponse. Et puis demande-toi ceci, si tu ne te souviens pas non plus, pourquoi m'a-t-il fallu si longtemps pour partir? J'ai payé mes courses et je me suis dirigé vers la sortie. Élise m'a appelé. Elle t'aime vraiment, tu sais. Je me suis retourné une dernière fois. Élise, hier, elle m'a regardé dans les yeux et m'a traité de sa plus grande déception. Si c'est ça l'amour, alors je comprends enfin pourquoi j'ai été si malheureux. Le retour chez Marc a été calme, mais pour la première fois depuis des années, c'était un calme confortable. Madame Dubois m'a appelé le lundi matin, 3 jours après la séance qui a mis fin à mon mariage. J'aimerais planifier un rendez-vous individuel avec vous si vous êtes d'accord. Est-ce la procédure standard après que quelqu'un quitte une thérapie de couple? C'est la procédure standard lorsque je suis préoccupé par les deux parties impliquées. Jeudi à 14 h vous conviendrait-il? J'ai failli dire non. Le mariage était terminé. À quoi bon plus de thérapie? Mais quelque chose dans son ton m'a rendu curieux. J'y serai. Jeudi est arrivé avec un temps anormalement doux pour mars. Je me suis assis dans le même bureau où Sophie m'avait déclaré sa plus grande déception, mais la dynamique était complètement différente sans elle. Madame Dubois n'a pas perdu de temps en bavardage. Comment gérez-vous tout ce qui s'est passé? Mieux que prévu. Honnêtement, je pensais me sentir coupable, triste ou en colère. Surtout, je me sens soulagé. Elle a hoché la tête, prenant des notes. Ce n'est pas rare quand quelqu'un se retire enfin d'une situation de stress chronique. Est-ce votre opinion professionnelle sur mon mariage? Chroniquement stressant? Madame Dubois a posé son stylo et m'a regardé directement. Je vais vous partager quelque chose que je ne discuterai normalement pas, mais étant donné les circonstances, je pense que vous méritez de le savoir. D'accord. Je fais de la thérapie de couple depuis 15 ans. J'ai vu des relations se remettre d'infidélité, de toxicomanie, de ruine financière, même d'abus. Mais il y a une chose qui ne change presque jamais, et je l'ai observé constamment dans vos séances, c'était le mépris. Votre femme a affiché ce que nous appelons un mépris chronique. Pas seulement un désaccord ou de la frustration, mais un manque fondamental de respect pour vous en tant que personne. Les yeux au ciel, les interruptions, les commentaires dédaigneux, la façon dont elle parlait de vous par rapport à la façon dont elle vous parlait. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de tristesse. Alors, je ne l'imaginais pas? Vous ne l'imaginiez absolument pas. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était à quel point cela était devenu normal pour vous deux. Vous vous étiez adapté à être traité avec irrespect, et elle s'était convaincue que son comportement était justifié en raison de vos lacunes perçues. Madame Dubois a sorti un dossier. J'ai examiné mes notes de vos 6 séances ensemble. Voudriez-vous savoir combien de fois elle vous a complimenté ou a reconnu quelque chose de positif à votre sujet? Combien? 0. Pas une seule fois. Mais j'ai compté 17 cas distincts de critiques, de dédain ou de moquerie. Le nombre m'a frappé plus fort que prévu. 17. Et ce n'est que dans 6 séances d'1 heure avec un observateur neutre présent. Je ne peux qu'imaginer ce à quoi ressemblaient vos interactions quotidiennes. J'ai pensé à l'incapacité d'Élise à se souvenir de la dernière fois que Sophie m'avait sincèrement complimenté. Apparemment, même Madame Dubois avait remarqué le même schéma. Est-ce pour cela que vous vouliez me voir individuellement? Pour me dire que j'ai fait le bon choix. En partie, mais aussi parce que je suis préoccupé par sa réaction à votre décision. Est-ce qu'elle vous contacte constamment? Toute sa famille est impliquée maintenant. Il traite cela comme si j'avais eu une sorte de dépression au lieu d'une percée. Madame Dubois est restée silencieuse un instant. J'ai eu une séance avec elle hier. Comment ça s'est passé? Elle a passé toute l'heure à essayer de me convaincre que vous aviez mal compris ce qu'elle avait dit, que vous aviez surréagi, que toute cette situation est le résultat d'une mauvaise communication plutôt que d'une incompatibilité fondamentale. Ça colle. Ce qu'elle ne semble pas comprendre, c'est que traiter quelqu'un de sa plus grande déception n'est pas un problème de communication. C'est un problème de caractère. Le fait qu'elle ne puisse pas voir la différence est révélateur. Je me suis adossé à ma chaise. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que les relations réussies exigent un respect mutuel et que le respect ne peut pas être reconstruit par la négociation ou la thérapie s'il n'a jamais été réellement là au départ. Elle a adoré entendre ça, j'imagine.
Elle m'a demandé de vous convaincre de revenir à la thérapie de couple. Elle semble croire que si nous pouvons simplement vous réunir à nouveau dans la même pièce, elle pourra arranger ça. Et qu'avez-vous dit? Madame Dubois a souri légèrement. Je lui ai dit que la thérapie ne peut pas réparer des fondations qui n'ont jamais été solides et que votre décision de partir n'était pas impulsive. C'était le résultat naturel d'années de dévalorisation. J'apprécie votre honnêteté avec elle. Il y a autre chose. Elle a mentionné que plusieurs de vos amis communs ont été moins solidaires qu'elle ne s'y attendait. Je n'ai pas été surpris. Quel genre de moins solidaire? Apparemment, quand elle a dit aux gens que vous étiez partis, certains d'entre lui ont demandé ce qu'elle avait fait pour vous faire fuir plutôt que d'exprimer de la sympathie pour sa situation. Ça a dû être une révélation. On pourrait le croire, mais au lieu de l'auto-réflexion, elle a décidé que vos amis ne l'avaient jamais aimée et attendaient juste une opportunité de vous monter contre elle. J'ai secoué la tête. Classique. Tout le monde est le problème. Je veux que vous sachiez quelque chose, a dit Madame Dubois, fermant le dossier. En 15 ans de pratique, j'ai rarement vu quelqu'un gérer une situation difficile avec autant de dignité que vous l'avez montré lors de cette séance. Vous ne l'avez pas attaqué, n'avez pas intensifié le conflit, n'avez pas essayé de la blesser comme elle vous avait blessé. Vous avez simplement énoncé votre position et l'avez tenue. Je ne me suis pas senti digne sur le moment. Je me suis senti épuisé. Parfois, c'est la même chose. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes des stratégies d'adaptation et du processus de divorce. Alors que je me préparais à partir, Madame Dubois a offert une dernière observation. Votre femme m'a demandé s'il y avait un moyen de sauver le mariage. Voulez-vous savoir ce que je lui ai dit? Bien sûr. Je lui ai dit que le mariage s'était terminé au moment où elle avait décidé que vous étiez une déception plutôt qu'un partenaire. Les papiers du divorce ne font que l'officialiser. Je suis sorti de ce bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, une validation. Non seulement par l'opinion professionnelle de Madame Dubois, mais par la réalisation que ma décision n'avait pas été prise sous le coup de la colère ou des sentiments blessés. Elle avait été prise d'un lieu de véritable respect de soi. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Un autre message de Sophie. Madame Dubois dit que tu ne me verras pas. S'il te plaît, reconsidère. Je peux changer. Pour la première fois en 3 mois, j'ai effectivement répondu. Tu as eu 8 ans pour changer. Tu as choisi de me traiter de ta plus grande déception à la place. Ce choix a des conséquences. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau, puis ont disparu à nouveau. Finalement, je ne voulais pas dire ça comme ça. Si, tu le voulais. Et nous le savons tous les deux. Cette fois, elle n'a pas répondu du tout. J'ai roulé jusqu'à l'appartement de Marc avec la radio à fond et les fenêtres baissées. Pour la première fois depuis le début de tout cela, je me sentais vraiment optimiste quant à ce qui allait suivre. 2 semaines après ma séance individuelle avec Madame Dubois, j'ai reçu un appel auquel je m'attendais à moitié. C'est Madame Dubois. Je voulais vous faire savoir que je ne continuerai pas la thérapie avec votre ex-femme. Des divergences professionnelles. On pourrait dire qu'elle n'est pas prête à accepter sa responsabilité dans l'échec de votre mariage. Sans cette reconnaissance, la thérapie devient contre-productive. J'étais à la table de cuisine de Marc, mangeant mon petit déjeuner avant le travail. Que s'est-il passé? Madame Dubois est restée silencieuse un instant. Normalement, je ne partagerai pas les détails, mais elle m'a donné la permission de discuter de nos séances avec vous. Elle semble penser que si vous entendez ce dont nous avons parlé, vous pourriez reconsidérer votre position. J'écoute. Elle a passé 3 séances à essayer de me convaincre que vous aviez mal interprété ses paroles, que vous étiez trop sensible et que toute la situation pourrait être résolue si vous acceptiez simplement des excuses. Cela me semble familier. Lorsque je l'ai pressée d'examiner ses schémas de communication au cours de votre mariage, elle est devenue défensive. Lorsque j'ai suggéré que traiter quelqu'un de sa plus grande déception pourrait refléter des problèmes plus profonds de respect et d'empathie, elle m'a accusé de prendre votre parti. Je pouvais parfaitement imaginer la conversation. Sophie n'avait jamais bien géré les critiques, même de la part de professionnels. A-t-elle mentionné quelque chose sur le fait d'essayer de sauver le mariage? C'est en fait la raison de mon appel. Lors de notre dernière séance hier, elle m'a demandé de vous transmettre un message, elle voulait que je vous dise qu'elle était prête à tout faire pour arranger cela. Thérapie individuelle, thérapie de couple avec un autre thérapeute,
une séparation d'essai au lieu du divorce, tout sauf accepter que cela puisse être réellement terminé. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que les relations ne peuvent pas survivre sur la volonté de changement d'une seule personne après que l'autre personne soit déjà partie. Je lui ai aussi dit autre chose que je pense que vous devriez entendre. Allez-y. Je lui ai expliqué que les relations saines exigent que les deux personnes se voient comme des personnes fondamentalement bonnes qui commettent parfois des erreurs. Mais quand une personne voit son partenaire comme fondamentalement imparfait et décevant, ce n'est pas une relation qui peut être réparée. Madame Dubois a fait une pause. Elle m'a demandé si je pensais que vous étiez une personne fondamentalement bonne. Et je lui ai dit que dans toutes mes séances avec vous deux, je ne vous avais jamais entendu parler d'elle avec mépris, même en discutant de problèmes. Vous avez exprimé de la frustration, de la déception, même de la colère, mais jamais de mépris. On ne pouvait pas en dire autant dans le sens inverse. Je me suis surpris à sourire. Comment a-t-elle pris ça? Pas bien. Elle a dit que j'étais clairement partial parce que des hommes comme vous sont doués pour manipuler des femmes comme moi afin qu'elles aient pitié d'eux. Aïe. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne vous dénigrait pas seulement, elle dénigrait aussi quiconque ne validait pas sa perspective, y compris moi. Après avoir raccroché avec Madame Dubois, j'ai décidé de consulter mes messages pour la première fois depuis des jours. Le volume avait considérablement diminué, mais le contenu était devenu plus intéressant. La sœur de Sophie, Claire, avait envoyé un SMS, « Je te dois des excuses. Maman et moi lui avons parlé pendant 3 heures hier. Nous commençons à comprendre pourquoi tu es parti. » Élise avait envoyé quelque chose d'encore plus révélateur, « Tu avais raison pour les compliments. » J'y ai pensé pendant 2 semaines, et je ne me souviens littéralement pas qu'elle ait jamais dit quelque chose de vraiment gentil à ton sujet. Je suis désolé de t'avoir fait vivre un moment difficile au supermarché. Mais le message le plus inattendu est venu de la cousine de Sophie à Marseille, j'ai entendu parler de votre séparation. Je voulais juste te faire savoir que chaque fois que nous venions, elle passait tout son temps à se plaindre de toi. Ça rendait les dîners de famille très inconfortables. Tu as l'air d'un type bien. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ça. J'étais en train de lire ces messages lorsque Marc est rentré du travail. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de recevoir une bonne nouvelle. Madame Dubois a viré mon ex-femme comme cliente. Les thérapeutes peuvent faire ça? Apparemment. Elle a aussi dit que mon ex-femme lui avait demandé de me convaincre de revenir. Marc a attrapé une bière dans le frigo. Laisse-moi deviner, ça ne s'est pas passé comme prévu. Madame Dubois lui a dit qu'elle me traitait avec mépris depuis des années et que le mépris tue les relations. J'imagine que ça a dû bien passer. Mon ex-femme a accusé la thérapeute d'être manipulée par moi. Marc a failli s'étouffer avec sa bière. Elle a dit ça à une professionnelle agréée? Oui. C'est à ce moment-là que Madame Dubois a décidé qu'elle ne pouvait pas aider quelqu'un qui refusait d'accepter la moindre responsabilité pour ses actes. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Cette fois, c'était de Sophie directement. Madame Dubois a refusé de continuer à me voir. Elle dit que je ne suis pas prête pour la thérapie. C'est entièrement de ta faute. J'ai montré le message à Marc. Il l'a lu et a secoué la tête. Même lorsqu'une professionnelle neutre confirme tout ce que tu disais, elle trouve quand même un moyen de te blâmer. C'est le schéma. Tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Un autre message est arrivé immédiatement. J'ai trouvé une nouvelle thérapeute qui comprend que le mariage demande du travail des deux côtés, pas juste une personne qui abandonne quand les choses deviennent difficiles. J'ai supprimé le message sans répondre. Marc préparait le dîner, des spaghettis avec de la sauce achetée en magasin, le genre de repas simple qui, d'une manière ou d'une autre, avait meilleur goût que tout ce que j'avais mangé depuis des années. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Quoi? Pendant des mois, je n'arrêtais pas de penser que peut-être j'étais le problème. Peut-être que j'étais trop sensible, trop exigeant, ou pas assez compréhensif. Mais chaque personne qui a observé notre relation de l'extérieur est arrivée à la même conclusion, elle me traitait mal et je l'ai supporté beaucoup plus longtemps que je n'aurais dû. Marc a servi 2 assiettes de pâtes. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, j'attends que le divorce soit finalisé et je découvre à quoi devraient ressembler les relations normales. Tu vas recommencer à sortir avec des gens? J'y ai pensé, éventuellement, mais d'abord, j'ai besoin de me rappeler qui je suis quand je n'essaie pas constamment de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un autre message de Sophie. Je t'aime.
Cela ne compte-t-il pour rien? Cette fois, j'ai répondu. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est juste de la dépendance émotionnelle. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tapé. Ça veut dire que si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas passé des années à me faire sentir comme une déception. Plus aucun point n'est apparu après ça. Marc a levé sa bière en l'honneur de l'apprentissage de la différence entre l'amour et le respect, et des thérapeutes qui n'ont pas peur de dire la vérité. Nous avons trinqué, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. 6 mois après cet après-midi de jeudi dans le cabinet de Madame Dubois, j'étais assis dans mon propre appartement, un modeste T1 avec une bonne lumière naturelle et des voisins qui s'occupaient de leurs affaires. Le divorce avait été finalisé 2 semaines plus tôt. Mon téléphone a sonné à l'heure du dîner. Monsieur Dubois, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'appeler. Je voulais prendre de vos nouvelles. Je vais bien, en fait. Mieux que prévu. J'en suis ravi. Je voulais aussi vous parler de ma dernière conversation avec votre ex-femme. J'ai posé ma fourchette. Elle est revenue pour une dernière séance il y a environ 1 mois. Elle voulait que j'écrive une lettre pour la procédure de divorce expliquant que la rupture de votre mariage était due à des problèmes de communication plutôt qu'à une incompatibilité fondamentale. L'avez-vous écrite? Non. Mais j'ai eu une dernière conversation avec elle dont je pense que vous devriez être informé. Madame Dubois s'est raclé la gorge. Je lui ai posé une question simple, si vous l'appeliez demain et que vous vouliez vous réconcilier, qu'est-ce qu'elle changerait dans la façon dont elle vous a traité? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle serait plus prudente avec son ton et qu'elle essaierait de ne pas vous critiquer en public. Lorsque je lui ai demandé si elle pensait qu'il y avait des problèmes plus profonds à résoudre, elle a dit que vous étiez juste trop sensible et que la plupart des hommes auraient mieux géré son style de communication directe. Je n'ai pas été surpris. Donc, même après tout ça, elle pense toujours que le problème était ma réaction à son comportement, pas le comportement lui-même. Exactement. C'est là que je lui ai dit quelque chose qui, je pense, lui a donné la clarté qu'elle évitait, à savoir, je lui ai dit, votre mari n'est pas parti parce que vous l'avez traité de déception ce jour-là dans mon bureau. Il est parti parce que vous croyez sincèrement qu'il était une déception. Et après 8 ans, il a fini par le croire aussi. La tragédie n'est pas que vous ayez perdu votre mariage. C'est que vous ayez convaincu un homme bon qu'il n'était pas assez bon. Alors que la vérité était que vous n'étiez pas assez bonne pour lui. La ligne est restée silencieuse. J'entendais Madame Dubois respirer, attendant ma réponse. Comment a-t-elle pris ça? Elle a pleuré. A réellement pleuré pour la première fois dans toutes nos séances. Pas des larmes de colère ou de frustration. Une véritable peine. Je pense que c'est le moment où elle a enfin compris ce qu'elle avait perdu. Mais c'était trop tard. Oui. Et je lui ai dit ça aussi. J'ai dit que certains dommages ne peuvent pas être réparés. Non pas parce que le pardon est impossible, mais parce que la confiance, une fois complètement brisée, ne peut pas être reconstruite sur les mêmes fondations. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement calme et j'ai réfléchi aux 6 derniers mois. J'avais commencé à aller dans une salle de sport que Marc m'avait recommandée. J'avais renoué avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années parce qu'ils mettaient mon ex-femme mal à l'aise. J'avais même pris un café avec une femme du travail. Rien de sérieux, juste un rappel de ce que ça faisait d'avoir une conversation où personne ne critiquait mes opinions. Plus important encore, je m'étais souvenu de qui j'étais quand je ne marchais pas sur des œufs. Mon ex-femme avait emménagé chez ses parents après avoir perdu la maison en location. Selon Marc, qui l'avait appris par des amis communs, elle avait commencé à dire aux gens que je l'avais abandonnée pendant une période difficile de sa vie. Le récit était passé de il a surréagi à un commentaire à il est parti quand j'avais le plus besoin de lui. Mais les gens qui comptaient, ceux qui avaient réellement observé notre relation, n'y croyaient pas. Élise m'avait envoyé un SMS la semaine dernière. J'ai croisé ton ex à Carrefour. Elle a passé 20 minutes à me dire à quel point tu l'avais maltraitée. Puis elle a passé les 20 minutes suivantes à se plaindre de sa nouvelle thérapeute, de ses parents, de son travail et de la caissière du supermarché. J'ai enfin compris ce que tu voulais dire par mépris. Ce soir-là, alors que je lisais un livre que j'avais acheté simplement parce que j'en avais envie, et non parce que quelqu'un avait dénigré mes goûts littéraires, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est ton ex. J'ai un nouveau téléphone. Je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que Madame Dubois voulait dire.
J'étais vraiment ta plus grande déception, n'est-ce pas? J'ai regardé le message longtemps avant de répondre. Non, tu n'étais pas ma déception. Tu étais ma leçon. Quel genre de leçon? Que je mérite d'être avec quelqu'un qui voit le meilleur en moi, pas quelqu'un qui est convaincu que je suis fondamentalement imparfait. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Finalement, j'espère que tu trouveras ça. Je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis trouvé. Cette fois, il n'y a plus eu de points, plus de messages, plus de tentatives de revenir sur le passé ou de négocier un avenir différent. 6 mois après avoir déçu mon ex-femme une dernière fois en partant réellement, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie d'adulte. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour quelqu'un est de refuser de le laisser vous traiter mal. Et parfois, la plus grande déception que l'on puisse donner à quelqu'un est de lui montrer exactement ce qu'il a perdu. Non pas par cruauté ou vengeance, mais simplement en devenant la personne que l'on était toujours censé être lorsque personne ne nous rabaissait. J'ai terminé mon livre cette nuit-là, j'ai fait des projets pour rencontrer Marc pour prendre un verre, et je suis allé dormir dans mon propre lit, chez moi, avec ma propre tranquillité d'esprit. La déception, il s'est avéré, en valait entièrement la peine.